amis pour la vie, des moments où on a dû se serrer les coudes. Ça amène beaucoup d'émotions quand même de jouer dans ce club. Représenter les Catalans, je pense que ça a vraiment été une fierté. Une expérience comme ça de plus de 25 ans, à la tête d'un club qui a grandi comme le 13 catalan, et fait grandir un homme aussi. Jamais triché sur le terrain et j'en suis fier aussi. Faites partie de la famille, quoi. Et c'est ma famille. Le 11 février 2006, le rêve fou d'un homme prenait vie ici à Perpignan. La naissance d'un club qui, saison après saison, a marqué l'histoire du rugby à 13 européen. Un club français qui doit rivaliser dans un championnat anglais, mais impossible n'est pas catalan. Il y a eu des défaites, des doutes et d'autres soirs que personne n'oubliera jamais. Il y a 20 ans, qui aurait su jusqu'où l'aventure pouvait aller. Aujourd'hui, ce sont ceux qui ont écrit l'histoire des Dragons catalans qui la racontent. J'ai dit, moi, si vous ne rassemblez pas les deux clubs, si on n'est pas capable de rassembler les deux clubs, je ne m'investirai jamais. Je dis ça, stupeur générale, qui pouvait oser dire de rassembler le 13 catalan et Saint-Estève. Et quelques jours après, 8 jours après, les vieux barons du 13 catalan et les vieux dirigeants de Saint-Estève 13, eh bien, se sont réunis sans me le dire. Ce jour-là, on m'a dit, tu seras le président de l'Union trésiste catalane. Je n'ai pas pu dire non. Et en 2003-2004, le président de la Fédération française de rugby à 13, qui était mon ami Nicolas Lara, m'appelle un jour pour me dire, voilà, les Anglais nous proposent, la fédération anglaise, voudrait essayer d'intégrer une équipe française dans la compétition professionnelle Super League, et ils proposent une équipe française. Bon, est-ce que vous, l'Union trésiste catalane, est-ce que tu es intéressé pour faire un dossier? J'ai dit, écoute, on va y réfléchir, mais pourquoi pas faire un dossier? Un rêve de jouer dans ce championnat de Super League. C'était un championnat que l'on regardait à la télé. On était là en train de bader ces joueurs, ces équipes, Wigan, St. Helens, Bradford, Leeds, toutes ces équipes-là qui étaient des grosses équipes. Et on regardait ça avec des gros yeux, on regardait ça attentivement. Sans dire un jour je vais jouer contre eux. Nous étions à Toulouse le jour du Grand Oral et tout le monde pensait que l'équipe de Toulouse serait l'équipe choisie. Eh bien, 15 jours après, Nigel Wood m'appelle pour me dire « Bernard, c'est toi qui as été choisi ». Je n'en revenais pas, j'ai dit « c'est pas possible ». Il me dit « oui, c'est vous les Catalans ». Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais à l'époque encore à Warrington. Je me rappelle regarder les news anglaises sur Sky Sport en disant il y avait le petit bandeau en bas où il y avait marqué la Super League a accepté la nomination des Catalans en Super League. Donc, ça te fait un petit pincement au cœur dans le sens où quand tu sais que c'est ta ville de naissance, ton pays qui va être représenté dans cette prestigieuse compétition. C'était un truc de fou, on peut dire ça. Hein. T'es jeune, moi j'étais en sport-études quand ça a été annoncé, qu'ils avaient été choisis. C'est vrai que quand on t'appelle pour te dire tu feras partie du groupe de 25 de la Super League, alors là, où est le stylo, où c'est qu'il faut que je signe? On a tous vécu, tous les gens qui étaient engagés, cette accession à un monde qui nous était avant interdit, ou du moins qui n'était pratiquement pas accessible. Hein. Et là, on était joyeux, c'était fantastique. J'ai eu pendant 2-3 jours un petit peu certains doutes, un peu, et je me suis imaginé poser la question aux Anglais si on ne pouvait pas repousser d'un an l'entrée en Super League. Et là, à la stupeur générale aussi, également, les Anglais ont fortement apprécié cette idée de dire on va se préparer pendant un an et vous démarrez en 2006. Alors, au lieu de démarrer en 2005, on a proposé de démarrer en 2006, les Anglais l'ont accepté. Il y a eu une bonne part de la population, une bonne part des trésistes anglais qui étaient pour la nomination des Dragons. Je pense que surtout la toute première année, en 2006, on a été reçus comme... on était peut-être un peu l'équipe des vacances, dans le sens où les supporters allaient faire la fête. Ils partaient un week-end, pendant un long week-end, 3, 4, 5 jours. Je me rappelle des premiers matchs où il y avait des hordes d'Anglais qui descendaient Super P. C'était énorme. Mais je ne pense pas qu'on était respecté en tant que tel sur le terrain encore. On n'était pas vraiment prêts à jouer contre ces équipes-là. Nous, on était juste amateurs. Donc, on a essayé de se préparer au mieux sur les années précédentes 2006, en étant un petit peu semi-professionnel, on va dire. On s'entraînait tous les jours, tous les matins. De jouer en soi en Super League, ce n'est pas le plus dur. Mais jouer un match, s'entraîner dur dans la semaine, et répéter ça tous les week-ends, et rejouer un match dur. Et voilà, c'est ça le plus dur en fait. Et c'est vrai qu'on a eu un temps d'adaptation qui a été
plus long que ce qu'on attendait. C'est vrai que de commencer à Saint-Estève dans une toute petite salle de musculation, une petite salle de lutte, pas forcément un terrain adapté pour s'entraîner. Et c'est peut-être là, dans ces moments-là, où c'est dans le dur, où c'est pas tout beau, tout rose, ou tout bling-bling, on va dire, qu'on se forge un caractère aussi. Ah, il y avait l'éponge magique qui trempait dans une mélasse d'eau, de salive, de sang, et puis on malaxait tout ça. Bon, ça, c'était avant, voilà. De promouvoir les matchs, c'était dur, de s'entraîner toute la semaine dans des structures qui n'étaient peut-être pas encore au top. C'était dur. C'est pas que c'était dur, c'était d'être au niveau des autres équipes. On avait je crois que c'était la moitié de l'équipe qui avait jamais passé par le milieu professionnel. On avait un groupe soudé, on a les anecdotes, c'est vrai que sur la première année, une des plus marquantes, ça a été quand même quand on nous a fait aller, on découvrait un peu les récup aussi, la récupération à la plage. On allait, mais c'était au mois de février, alors on avait joué les matchs et il fallait aller, je me rappelle, ils avaient envoyé les blessés, ils ne pouvaient pas faire le parcours dans l'eau. Et mais il manquait quelqu'un pour faire le piqué dans l'eau. Et il faisait froid, il y avait des vagues et ils avaient envoyé d'abord Renaud Guig. Et je sais que Renaud est ressorti, il était tout bleu, tout frigorifié. Et moi, la deuxième séance, la semaine d'après, ils ont voulu le refaire. J'étais pareil, j'étais allé moi aussi faire le piqué dans l'eau, et dans l'eau froide, en plein mois de février. Il m'a fallu une journée pour récupérer. On n'était pas équipés pour pouvoir vraiment laisser une empreinte énormément positive sur le terrain lors de la première année. Mon premier match a été à ULFC. C'est la première fois que je jouais devant 10-11 000 personnes. Je m'en souviens, à ULFC, les supporters sont à même pas 1 mètre de toi. Et je me souviens à l'échauffement, grosse chandelle en avant, il y a toute la tribune qui s'est mise à m'applaudir, j'ai eu la peur de ma vie. Et en fin de compte, le match se passe et je m'en souviens, Jérôme Guisset, il perd, je suis derrière et je marque premier match, premier essai. Et on fait match nul, où en 2006, les Dragons c'était compliqué, ils prenaient beaucoup de points. Et là, 2007, match nul, premier match ULFC. Et voilà, on sent que les Dragons, ça y est, c'est parti, là, il n'y a plus d'année de transition, on est en Super League et moi j'en fais partie, quoi. Il y a eu énormément de changements en deuxième année parce que Mick Potter est arrivé. Le fait d'avoir de l'expérience dans la première année, l'expérience des voyages qui étaient affreux la première année, affreux. Et quand je dis affreux, c'était 10-12 heures pour monter en Angleterre. Jouer, le lendemain, tu repartais, tu voyageais pendant 3 jours, quoi. À partir du moment où on a évacué tout ça, on a pu se mettre un peu moins de pression sur nos prestations sur le terrain. Et en 2007, en fait, on a réussi à faire assez gros matchs les jours de Cup. On a réussi à créer vraiment cet exploit pour nous envoyer en finale à Wembley. Première finale, en plus c'est vrai que moi je suis arrivée en janvier en tant que stagiaire et après c'est vrai que j'ai été embauchée en août, donc c'est vrai le mois de Wembley, donc c'était une effervescence, on était tous voilà, très excités, l'organisation, enfin c'était vraiment un super moment à vivre, le premier d'un jeune club, donc c'est vrai que c'était voilà, c'était extraordinaire. On réussit d'atteindre la finale de Wembley. Et là, c'est 90 000 personnes. Je me rappellerai toujours, arriver avec le bus et traverser tout le peuple anglais qui était donc basé autour du stade, donc dans des pubs anglais. Nous, ce n'est pas notre façon de vivre ici. Et donc chacun aux couleurs de chaque club. Et on a traversé ce parterre de gens, il y avait 80 000 personnes. Hein, et tous ces gens se sont tournés et nous ont applaudi. Et heureusement qu'on avait des lunettes de soleil, parce qu'on pleurait derrière tous les... Ah oui, tous, on avait tous de larmes à l'œil, quoi. Ah, c'était quelque chose, ouais. Ah, ouais. On s'incline devant Saint-Helens, mais beaucoup d'autres équipes se seraient inclinées devant Saint-Helens, donc on avait cette fierté d'avoir joué à Wembley. On n'imaginait pas, au bout de 2 ans, jouer une finale, sachant que c'est très très difficile. Et je pense qu'en fait, on n'a pas trop réalisé ce qu'on venait de vivre. Il y a eu des amis pour la vie, des moments où on a dû se serrer les coudes, des moments où on a été dans le beau
bonheur absolu, d'autres où tout le monde a pleuré. J'ai Greg Muniz avec qui on a débuté à Saint-Estève. Et après, on avait, on va dire, un petit peu ce trio magique de Saint-Estève avec Jérôme Guisset qui est venu nous rejoindre au début de l'aventure Dragon. Donc on avait ce trio qui était stéphanois. Des joueurs comme Greg Muniz, Thomas Bosque, Jérôme Guisset. Voilà, c'était difficile de nous séparer, on était tout le temps fourrés ensemble. J'ai énormément appris en 2011 parce que c'est totalement différent quand tu es joueur, quand tu deviens entraîneur. Entraîneur, ça a été mon premier travail. Avant ça, je ne travaillais pas. En fait. Tu te régales à faire quelque chose que tu aimes, mais quand tu es entraîneur, tu travailles. Quand on gagne, c'est jamais grâce à moi. Quand on perd, ça peut être de ma faute. Voilà. Ça m'est arrivé de prendre des décisions d'extraire un joueur qui était blessé, d'après moi. C'était avéré ou pas dans les minutes qui suivaient, mais je l'avais donc extrait du terrain. Et si ce joueur était un joueur majeur, ben, dans la stratégie collective, ça pouvait manquer. Un jour, Greg Bird prend un plaquage au milieu du terrain. J'interviens, parce que je le vois, il ne se relève pas, alors que c'était un guerrier, un gladiateur, c'était. Hein. Et donc là, je prends la décision de le sortir, pensant qu'il y avait donc une fracture du plancher. Donc le joueur complètement déçu de ne pas pouvoir rester, je dirais presque hystérique, qui s'en prend presque à moi en disant « t'as intérêt à être... » Et il s'approche à 10 cm de mon visage, hein. Il me dit « t'as pas intérêt de te tromper ». Alors là, c'est vrai que j'avais pas intérêt à me tromper, mais bon, ça peut arriver. Et d'un coup, il se mouche, et bien sûr, l'hémorragie majeure sort, et l'œil se met à gonfler. Donc, bien sûr que là, il n'allait pas jouer. Et ça m'a conforté, mais c'était là, il y a eu un moment de grande confrontation, parce que les Australiens, tant que ça va bien, ça va. Mais sinon, ils ont quand même une sensation de supériorité dans la prise de décision. Ils voudraient presque interférer sur la vôtre de décision. On ne s'ennuie pas, ça change toujours. Et puis, c'est sympa aussi d'avoir ce mélange de cultures. Voilà, des Australiens, des Français, des Néo-Zélandais, voilà, c'est des échanges. On essaie de leur éviter de penser à tout ce qui est autre que le rugby. Quand on est étranger, qu'on arrive dans un pays dont on ne parle pas la langue, on ne connaît pas la culture, c'est très très compliqué, qu'on soit en famille ou seul. Donc c'est vrai qu'on essaie de faire au mieux pour les intégrer, pour leur trouver des logements, pour les inscrire à la sécurité sociale, qu'ils aient le bon titre de séjour, voilà, qu'ils soient là dans les règles et que ça se passe le mieux possible, qu'ils n'aient qu'à penser au rugby. Un championnat professionnel, des stades pleins, un niveau de jeu exigeant, pas droit à l'erreur. Il n'y a pas où tu prends 5 minutes pour respirer. Hein. Il y a eu des moments très difficiles où le club risquait de tomber parce que on n'avait pas les résultats, on avait beau se démener, de se battre collectivement tous à l'intérieur au niveau staff, mais le résultat n'était pas là. 2017 a été une année très difficile. Ouais. Je suis sûr que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une année aussi difficile. Donc c'est vrai qu'après le départ de Laurent, ça a été dur. L'arrivée de Steve s'est faite assez rapidement, mais c'est vrai que même quand Steve est arrivé, ça a été dur de regagner le groupe, de regagner cet esprit d'équipe. Ce que Steve a amené, il m'a dit, il y a une pression énorme dans ce club, dans toute l'organisation. Tout le monde a peur et mon travail, c'est pas de vous coacher, c'est de vous enlever la pression. Un club, c'est des joueurs, mais c'est aussi du staff sportif, du personnel administratif. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai vécu vraiment cette fin de saison dans les tribunes et difficilement. Parce que je voyais que l'équipe, ça ne tournait pas. Et en fait, je pouvais quasiment rien faire. Il y a eu ce match, le Million Pound Game, où en Angleterre, à Lee. C'est un match où je crois que j'ai passé les 80 minutes les plus mauvaises de ma vie. On est allé terrasser Lee, chez lui, devant 10 000 personnes. Et croyez bien que ces 80 minutes-là, elles restent marquées, elles restent gravées. Ouais. Bernard l'avait dit, hein, je ne sais pas du tout ce qui serait passé si on avait perdu ce match. Parce que peut-être qu'on ne serait même pas là pour le dire. Parce que peut-être le club aurait... Peut-être pas, mais c'est vrai que 2017, tout le monde avait le feu au cul. Et après le retour avec les supporters qui nous attendent comme si on avait gagné la Cup, quoi, et c'était grandiose. Alors après le Million Pound Game, ouais, c'est vrai, terrible. L'année après, on gagne la Cup. Je vais essayer de vous le résumer, ça efface tous les soucis. Alors là, effrayant, c'était beau. Mais là, on avait constitué une équipe, on avait grandi. Steve s'est retrouvé en
en février 2018, une semaine avant le début de la saison, avec 0 entraîneur assistant. Et donc là, il m'a proposé, il m'a dit je pense que tu peux faire un bon boulot avec moi. Et moi j'ai dit de suite oui, chaud, je te suis. On a grandi énormément dans ces années-là. Et voilà, on est arrivé au bout. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi. J'en ai les larmes aux yeux quand je vous le dis. Voilà. C'était beau. J'avais l'impression que l'équipe était intouchable. Je crois que j'avais jamais vécu ça. Il y avait une telle confiance, une telle ambiance aussi dans le groupe qu'on pouvait jouer n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. On peut passer de million de points de game à une finale gagnée, c'est extraordinaire. En plus, c'est vrai que c'est la première fois où la coupe venait en France, donc on l'a shippée aux Britanniques. Donc c'est vrai que c'était un moment extraordinaire et on s'en souviendra toute notre vie. Notre premier trophée extraordinaire. Le premier titre du club et personnellement aussi en tant qu'entraîneur, première année, je ne pouvais pas rêver mieux. Il fallait qu'on arrive à gagner ce titre et on était habité par ça. De partir de là où on est, de petits villages d'Ornaison, grandir et puis se retrouver avec un trophée dans les mains en plein Wembley, ça fait partie des choses importantes dans un collectif, dans une équipe de rugby. Le moment le plus dur, je pense qu'on est en train de le passer. Nous avons passé 3-4 années merveilleuses avec à la tête du club Steve McNamara, qui est resté 8 ans au club. Nous avons fait la finale de Wembley. Et puis ensuite, on enchaîne avec 2 finales à Old Trafford. La première finale contre Sainte-Hélène, c'était compliqué. Parce qu'on on était euphorique, donc bon, c'est toujours compliqué de perdre une finale. Quand on joue une finale à Old Trafford dans ce stade mythique de Manchester, c'est exceptionnel. Bon, on perd 2 finales, mais on a passé 3-4 ans. On est en 2021, je crois, le club leadership, c'est-à-dire le premier club. Et nous avons vécu 3-4 belles années. Malheureusement, ça n'a pas enchaîné. Ça a enchaîné sur 2 très mauvaises saisons. Il a fallu se séparer du coach parce qu'à un moment donné, les choses font qu'à un moment donné, il faut un électrochoc. Et le départ du coach Steve McNamara, avec le départ de beaucoup de joueurs, une quinzaine de joueurs usés, fatigués, des joueurs en bout de course. Donc c'est une nouvelle étape dans la vie d'un club, mais une étape difficile. Oui, c'est dur parce qu'il y a tout le monde qui... Nous, on a progressé, on a évolué, mais les autres, ils ne nous attendent pas, donc ils progressent aussi, ils évoluent. Donc voilà, cette compétition est très, très difficile à gagner. Pas déçu au final, mais c'est vrai que j'avais un petit peu de crainte de prendre une présidence comme ça à 40 ans. C'est pas dur, c'est très dur. Alors au début, on est plein d'enthousiasme, et puis on s'aperçoit de tous les obstacles qu'il y a tous les jours, et de toutes ces contraintes, tous les soucis, les problèmes qu'il y a tous les jours. Et quand ça fait 26 ans aujourd'hui, ça pèse un peu, ouais. Ça pèse même un petit peu lourd aujourd'hui. Et en même temps aussi, ces 26 années que j'ai passées là, à la tête du club, me disent, ou m'expliquent, ces 26 années m'expliquent qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser et pour faire vivre les 10 prochaines années. Si le club n'avait pas été là, j'aurais fait une carrière, je ne sais pas, ça aurait été plus compliqué en tout cas. Ça m'a donné l'opportunité d'être l'homme que je suis aujourd'hui. On ne savait pas où est-ce qu'on allait au tout début de cette compétition. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, 20 ans après, se retrouver ici, c'est le petit gamin de Saint-Estève ne s'y attendait pas du tout. Des 20 ans, j'en ai fait 16. Sur les 16 que j'étais, c'était que du bonheur pratiquement. Voilà. J'ai grandi en tant qu'homme. C'est 12 ans de ma vie, donc c'est une empreinte indélébile. 2 ans, j'arrêterai. Mais je serai toujours à la tribune. J'avais beaucoup plus de capacité à revoir un match parce que je ne les vois pas, les matchs. Vous êtes toujours en train de coudre un petit peu, d'aller chercher un médicament, de poser la question s'il a pas mal à la cheville. Moi, l'essai, je peux le voir, mais bien souvent, je ne le vois pas. Alors que dans les tribunes, ça sera plus confortable. Allez, quelques 2-3 années peut-être, mais peut-être pas plus, parce qu'à un moment donné, il faut savoir passer la main.